Salut tout le monde! On dirait bien que notre thérapie de groupe par l'analyse de films douteux continue. Vous l'avez demandé, et qui suis-je pour vous refuser cette plongée collective dans la mélancolie adolescente? Aujourd'hui, notre mission est de creuser encore plus profond. Nous allons disséquer Twilight, chapitre 2, Tentation, avec la précision d'un biologiste étudiant une espèce rare de souffrance. Si vous êtes nouveau par ici et que vous aimez ce genre de torture psychologique qu'on appelle analyse, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Je vous promets qu'il y a d'autres désastres cinématographiques qui vous attendent. Maintenant, attrapez-vous plaid et préparez-vous pour un voyage au centre de la tristesse, parce que ce film est un véritable manuel sur comment transformer une rupture en apocalypse. Le film s'ouvre avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un cauchemar de Bella. Elle se voit vieillir, devenue une charmante vieille dame aux côtés de son petit ami Edward, qui a toujours l'air de devoir demander la permission pour aller aux toilettes en cours. C'est sa plus grande angoisse, la peur d'avoir des rides pendant que lui restera un éternel poster de chambre. Une préoccupation existentielle profonde pour quelqu'un qui vient à peine d'avoir son permis de conduire. Après cette dose de réalité onirique, on est projeté dans l'événement qui va servir de catalyseur à l'apocalypse émotionnelle, la fête pour les 18 ans de Bella. Dans le manoir des Cullen, un endroit si impersonnel et froid qu'on dirait un showroom de meubles de luxe, les vampires tentent désespérément de faire semblant d'être une famille normale. La tentative est presque touchante, si elle n'était pas si bizarre. Mais le scénario, sentant qu'il manquait un peu de piment, nous livre l'incident qui va tout changer. Une coupure de papier. Je répète, pour qu'il n'y ait aucun doute, une coupure de papier. Dans n'importe quelle maison normale, ça aurait provoqué un « aïe », peut-être un pansement. Chez les Cullen, une goutte de sang humain, c'est l'équivalent d'allumer une fusée de détresse dans un autre pot de feu d'artifice. Jasper, le vampire blond qui a visiblement survécu à la guerre de sécession juste pour se faire mettre KO par une enveloppe, perd complètement le contrôle et fonce sur Bella. La scène est une étude sur la fragilité d'êtres supposément tout-puissants. Pour résoudre la situation, Edward, dans un éclair de pur génie, projette Bella au loin. Elle percute une table en verre qui explose en 1000 morceaux. La logique est impeccable. Pour la soulever d'une égratignure superficielle, il lui fait courir un risque de lacération multiple. C'est à partir de cette démonstration de contrôle et de sécurité qu'Edward en arrive à la conclusion évidente, il est beaucoup trop dangereux pour elle. Et c'est ainsi que nous sommes conduits dans la forêt, le bureau officiel pour les ruptures et les révélations surnaturelles de la saga. Là, Edward prononce son discours d'adieu. C'est un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive. « Je ne suis pas assez bien pour toi. Tu ne me mérites pas. Tu seras mieux sans moi. » Il rejette toute la responsabilité sur elle, comme si elle était un jouet qu'il ne sait pas utiliser et qu'il préfère retourner au magasin. D'ailleurs, lâchez dans les commentaires l'excuse la plus bidon qu'on vous ait jamais sortie lors d'une rupture. Je veux voir si l'une d'elles peut battre le fameux « je vais m'effacer de l'histoire pour ton propre bien ». La compétition va être rude. Après avoir promis que tout serait comme s'il n'avait jamais existé, il lui fait un bisou de grand-père sur le front et s'évapore dans la végétation. La réaction de Bella, proportionnelle. Elle ne rentre pas chez elle, n'appelle pas un ami, elle s'éteint. Tout simplement. Elle passe en mode avion, mais sans l'option retour. Et là, notre film nous offre sa scène la plus iconique et en même temps la plus paresseuse. Le fauteuil de la tristesse. Bella s'assoit dans un fauteuil et y reste. Dehors, les feuilles des arbres jaunissent et tombent, la pluie arrive, la neige se couvre tout, les fleurs renaissent et Bella est toujours là, immobile, un bibelot humain couvert de poussière existentielle. Si vous vous êtes déjà senti comme un objet de décoration dans votre propre vie après une déception, lâchez un like en signe de solidarité. C'est notre club des empaillés émotionnels. Pendant que notre héroïne pratique l'art de l'inertie, le vrai personnage qui souffre dans cette histoire essaye de maintenir le navire à flot. Son père, Charlie. Cet homme mérite une médaille. Il voit sa fille dépérir, hurler dans ses cauchemars toutes les nuits, et tout ce qu'il peut faire est lui proposer à manger et lui offrir un silence inquiet. Il est la représentation du spectateur moyen, regardant l'écran en se disant « Mais pourquoi ?» Le désarroi de Charlie est le seul drame véritablement touchant du film.
La menace d'être envoyée vivre chez sa mère finit par sortir Bella de son fauteuil. Elle décide qu'elle a besoin d'un hobby. Et le hobby qu'elle choisit, c'est de frôler la mort. Elle découvre qu'en se mettant dans des situations de danger extrême, son cerveau, dans un mécanisme d'autoprotection bizarre, projette un fantôme d'Edward pour lui faire la morale. Et pour elle, une engueulade de la part d'une hallucination, c'est mieux que rien. C'est là que le soleil entre dans la vie nuageuse de Bella, littéralement. Jacob Black, l'ami d'enfance, toujours disponible, toujours souriant. Elle va le voir avec une excuse, réparer 2 motos en piteux état. Le but réel, bien sûr, c'est d'utiliser les motos pour flirter avec le bitume et obtenir sa dose d'Edward fantôme. Jacob, naïf, y voit l'occasion de sortir de la friendzone. Commence alors un interlude romantique, avec des montages des deux s'amusant, et lui, le pauvre, qui tombe vraiment amoureux. Mais l'adolescence de Jacob est un peu différente. Il disparaît, puis revient avec 30 kilos de muscles en plus, une coupe de cheveux douteuse et l'humeur de quelqu'un qui vient de marcher sur un Lego. Il fait maintenant partie d'un gang local, dont l'activité principale est de se balader torse nu et de dévisager les gens. Bella, la détective, part en quête de réponses. Et la révélation arrive de la manière la plus subtile qui soit. Un vampire apparaît pour l'attaquer, et des loups de la taille d'une coccinelle sortent de la forêt pour la sauver. Et oui, Jacob et ses amis sont des loups-garous. Apparemment, c'est un effet secondaire de la puberté dans la réserve Kilout. À partir de là, le triangle amoureux est formé. D'un côté, le souvenir d'un vampire froid et surprotecteur, de l'autre, un loup-garou chaud et également surprotecteur. C'est l'heure de la question classique, avec un petit plus. Vous êtes team Edward, le mec qui t'abandonne dans la forêt, ou team Jacob, l'ami qui se transforme en chien géant et enragé? Ou êtes-vous, comme moi, team thérapie, le seul choix qui ait un sens? Dites-le moi en commentaire. Bella, désormais consciente du danger qui l'entoure, décide qu'il lui faut une dose d'adrénaline encore plus forte. Son chef-d'œuvre, sauter d'une falaise. Pas pour en finir avec la vie, mais pour sentir le grand frisson et bien sûr voir l'Edward subaquatique. Le plan fonctionne presque, dans le sens où elle manque de mourir pour de vrai. Elle est sauvée par Jacob, mais le mal est fait. La voyante Alice, de loin, a une vision du saut, et sans le contexte du sauvetage, en conclut que Bella a quitté ce monde. La nouvelle se propage plus vite qu'une rumeur dans un petit village. Elle parvient aux oreilles d'Edward en Italie, ou où qu'il soit en train de se lamenter. Sa réaction: « Si elle est morte, je meurs aussi ». C'est le pacte de Roméo et Juliette version lycée surnaturelle. Son plan d'auto-élimination est aussi grandiose que son ego. Il va à Volterra, en Italie, demander aux Volturi, la monarchie des vampires, de le supprimer. Comme il refuse, il passe au plan B, s'exposer à la lumière du soleil sur une place publique, révélant sa peau scintillante à des centaines d'humains et forçant ainsi les Volturi à l'exécuter pour préserver le secret. Un suicide par excès de vanité. Ce qui suit est une course contre la montre digne d'un film d'action à budget limité. Alice et Bella prennent un avion, volent une Porsche jaune et foncent à travers les rues italiennes. Bella doit traverser une place bondée en plein festival pour empêcher son ex de commettre le plus grand ridicule de l'histoire vampirique. Elle le rattrape, ils s'enlacent mais c'est trop tard. Ils sont conduits devant les Volturi. La scène dans la salle du trône est impayable. 3 vampires anciens vêtus de haute couture, s'ennuyant de mourir dans l'éternité, qui analysent le petit couple à problème. Harrow, le chef, devient obsédé par Bella, l'énigme humaine qu'il ne peut pas lire de pensée. La tension est résolue par la promesse que Bella sera bientôt transformée en vampire, ce qui satisfait les règles et la curiosité d'Harrow. Ils rentrent chez eux et tout le drame, toute la souffrance, les mois passés sur le fauteuil, la milouf utilisée comme un outil, tout est balayé sous le tapis. Le conflit est résolu avec le retour d'Edward et le cœur brisé de Jacob. Et comme si de rien n'était, comme si la confiance n'avait pas été pulvérisée, Edward termine le film en demandant Bella en mariage. Parce que la solution pour une relation qui a failli causer la mort des 2 protagonistes sur un malentendu, c'est évidemment de se précipiter vers l'autel. Et voilà, Tentation est un marathon de mauvaises décisions et de réactions excessives. Il nous apprend que la meilleure façon de gérer la douleur est de chercher encore plus de douleur. Et qu'à la fin, l'amour vous force à aller en Italie. Si cette analyse vous a permis de vous sentir un peu mieux à propos de vos propres choix de vie, envoyez-la à cet ami qui a aussi besoin de ce choc de réalité. Cliquez sur tous les boutons, l'algorithme adore ça, et on se retrouve pour le prochain chapitre de cette saga, et si on a le courage.